Pour financer la transition énergétique, les entreprises vont-elles devoir réduire la rémunération de leurs actionnaires? Bonjour Patrick Artus. Bonjour David. Bon, on connaît l'accord de Paris, on connaît aussi les objectifs environnementaux de la France. Tout ça va coûter cher, la facture est élevée. D'ailleurs, on a une idée en milliards d'euros, en points de PIB, de combien tout ça va nous coûter quand on met tout? Oui, alors il faut ajouter la transition énergétique proprement dite, c'est-à-dire la décarbonation de l'industrie, la décarbonation des transports, la rénovation thermique des bâtiments, des logements, le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Ça va coûter à peu près 2,5 points de PIB d'investissement supplémentaire, hein, c'est-à-dire en plus de ce qu'on fait aujourd'hui comme investissement pendant 25 ou 30 ans, hein, chaque année. Et puis vous y ajoutez le maintien de la biodiversité, hein, qui est un objectif très important, et l'amélioration de la gestion de l'eau, qui est aussi au moins important comme objectif que la transition énergétique. Et vous arrivez à peu près à 3,5 points de PIB d'investissement supplémentaire. Chaque année, pendant 25 ans. Ça nous fait 80 et quelques milliards d'euros. Ça fait 85 milliards d'euros d'aujourd'hui, chaque année, à investir pendant 25 ou 30 ans. À la charge de l'État, des entreprises, des particuliers? Alors, à partager à peu près pour moitié pour l'État. Donc à la charge de l'État pour la moitié, et pour la charge des entreprises et des ménages, à la charge des entreprises et des ménages pour l'autre moitié. Par exemple, la rénovation des logements, c'est à la charge des ménages avec des aides publiques. La décarbonation de l'industrie, c'est à la charge de l'État avec des aides publiques, etc. Donc il va falloir qu'on accroisse les investissements de 3,5 points de PIB, donc de 85 milliards d'euros chaque année, pour réussir à passer à zéro net émission en 2050. Certains vous diront que on laisse filer la dette publique parce que c'est de la bonne dette, et pourquoi pas d'ailleurs, tiens. Oui, alors il y a un débat sur la dette publique à la suite du rapport de Jean Pisani et Selma Mahfouz. Hein. Jean Pisani et Selma Mahfouz plaidaient pour une augmentation assez importante de la dette publique, en disant que cette dette publique ferait faire des économies à l'État parce qu'elle éviterait les coûts du dérèglement climatique. Donc on aurait moins d'inondations, de tempêtes, etc. Alors je trouve que c'est un peu douteux comme argument, parce que d'abord, le dérèglement climatique, il ne dépend pas que des efforts de décarbonation de l'Europe. Hein, et donc le monde entier, on sait, continue à émettre chaque année plus de CO2 et de gaz. On n'a jamais autant consommé de charbon qu'en 2023. Voilà, et donc l'amélioration du climat de l'Europe est douteuse si les autres ne font pas les efforts des Européens. Et puis, c'est pas très courageux, parce que de toute façon, de la dette publique, ça veut dire reporter à plus tard le paiement de la charge. Et cette charge du climat, cette charge du maintien d'une température planétaire raisonnable, elle doit être supportée maintenant. Il n'y a pas de raison de la décaler dans le temps. Donc je crois qu'il y a en fait un choix de financement qui est assez clair. Les ménages devront épargner davantage, par exemple, pour investir dans l'isolation de leur logement. Hein, donc, il y aura un effort d'épargne des ménages. Mais de manière forcée ou soit de manière forcée, soit de manière incitative. Si vous avez des aides publiques suffisantes pour l'installation de pompes à chaleur ou l'isolation des logements, les ménages le font spontanément. Donc, c'est du mi-réglementaire, mi-du incitatif. Hein. L'État devra consacrer beaucoup plus d'argent qu'il le fait aujourd'hui à la transition énergétique. Et donc, comme on a des budgets qui sont assez contraints... Donc ça veut dire une pression fiscale à la hausse? Soit une pression fiscale à la hausse, soit du report de dépenses. Et par exemple, c'est la stratégie apparemment du gouvernement français de faire certaines économies sur les dépenses sociales pour avoir plus de moyens pour financer la transition énergétique. Et quand vous regardez les entreprises, eh bien, il n'y a pas de discussion. Les entreprises devront consacrer une partie plus importante de leurs profits à investir dans leur décarbonation. Hein, au détriment des actionnaires. Alors, ce n'est pas au détriment des actionnaires, c'est au détriment de la distribution de dividendes et des rachats d'actions. On dit un peu la même chose quand même. Hein. Mais non, parce que cet argent, il est investi dans l'entreprise. Ouais. Hein.
Et donc, si vous décarbonez une entreprise, vous lui permettez de continuer son exploitation, peut-être vous attirez des commandes étrangères de pays, de sous-traitants qui ne disposent pas d'une économie décarbonée. Donc, ce n'est pas de l'argent pris aux actionnaires, c'est de l'argent qui est conservé dans l'entreprise et pas distribué. Hein. Et je crois que c'est assez fondamental. Je ne crois pas que le mouvement qu'on observe aujourd'hui, qui est un mouvement de hausse perpétuelle des dividendes versés, des rachats d'actions dans tout l'OCDE, mais en France, etc. En France, on a une hausse, alors on n'a pas encore les chiffres définitifs de 2023, mais on a une hausse continuelle depuis quelques années de la somme des rachats d'actions et des dividendes versés. Hein. Ce mouvement n'est pas compatible avec le financement de la transition énergétique et des autres transitions. Donc il va falloir que les entreprises... Mais elles le feront de manière spontanée, ça ? Je crois que c'est toujours la même chose. Il y aura un mélange de politique incitative et de réglementation, quoi. Les États... participeront au financement de la décarbonation. Vous voyez que les États européens, par exemple, aident les entreprises à passer du charbon à l'hydrogène, à passer à la voiture électrique quand il s'agit de la filière automobile. Donc il y a des aides publiques. Et puis, il y a une incitation directe qui est que les consommateurs n'accepteront plus d'acheter des biens bruns. Hein. Dans quelques temps, il y aura un rejet de tout ce qui utilise massivement du carbone pour sa production. Hein. Et puis, il y aura une partie de réglementation. Et puis, il y a une réglementation européenne qui est très stricte sur la perspective de décarbonation. Il faudra quand même expliquer ça aux actionnaires qui pourront très bien arbitrer, vendre leurs titres pour aller sur une entreprise qui n'investit pas plus dans la transition énergétique et qui distribue plus de dividendes et plus de rachats d'actions. Il y a ce risque-là aussi. Oui, mais si vous voulez, quand vous regardez les États, par exemple les États-Unis, par exemple concurrence Europe et États-Unis sur l'implantation de l'industrie. Les États-Unis, certains États ont choisi de ne plus s'occuper de la transition énergétique, et même à l'envers. Hein. Vous savez, le gouverneur du Texas qui pénalise même les fonds d'investissement qui ont des contraintes ESG, hein, des contraintes d'économie verte. Mais les épargnants américains et les consommateurs américains ne sont pas sur cette ligne-là. Hein, vous avez eu un vaste mouvement de transition énergétique aux États-Unis, et même le Texas, c'est un des États des États-Unis qui fait le plus de dépenses de décarbonation. Et donc, je crois que les consommateurs, en réalité, forceront les entreprises à se décarboner. On ne voit pas une entreprise dans cet environnement-là continuer à émettre du CO2 ou d'autres gaz à effet de serre contre la volonté de ses clients. Donc le poids de l'opinion publique, finalement, sera assez important. Et puis, et donc, cela vaudra aussi aux États-Unis. Donc, et regardez le succès d'ailleurs du programme d'Inflation Reduction Act de Biden, qui est de l'aide publique à des investissements de décarbonation ou d'installation, de production. Ouais. Même si à court terme, ça pénalisera quand même les actionnaires à court terme. Oui, mais c'est un arbitrage. Les actionnaires s'enrichiront par l'investissement de ce qui était à la fin dans le temps des dividendes et qui sera de l'autofinancement dans les entreprises qui deviendront plus efficaces, qui deviendront plus vertes. Voilà. Et donc... à quel horizon on verra tout ça ? Il faudrait qu'on voit ça très rapidement, parce que je vous rappelle que l'objectif européen, c'est moins 55% sur les émissions de CO2 basse 100 en 1990, et qu'on est à peu près à moins 25%. Et c'est pour quand ? C'est pour 2030. Hein. Donc, il faudra accélérer. Il reste 7 ans pour réduire de moins 25 à moins 55% les émissions de CO2 de l'Europe. Donc, c'est tout de suite qu'il faut faire cet effort d'investissement, parce que sinon, on ne sera pas en ligne avec les objectifs de décarbonation. Allez, merci beaucoup, Patrick Artus, économiste chez Natixis. Merci à vous. Merci, David.